Muses de Denis Lindon. Les amours de Jupiter. En créant la femme, Jupiter avait pour premier but de troubler le bonheur des hommes. Mais il avait sans doute aussi l'arrière-pensée de procurer des débouchés plus larges à ses propres ardeurs amoureuses que les déesses de l'Olympe ne suffisaient déjà plus à satisfaire. De fait, dans la liste des aventures galantes de Jupiter, on trouve au moins autant de femmes que de déesses. Junon. Junon fut la première compagne et la seule épouse légitime de Jupiter, dont elle était aussi la sœur. Elle lui donna 3 enfants qui furent des divinités de première grandeur et dont je parlerai bientôt. Par sa naissance et son mariage, elle était la première des déesses, mais elle était aussi la plus antipathique d'entre elles. Grande et belle, mais d'une beauté froide, pareille à celle d'une statue de marbre, elle était vaniteuse, susceptible et acariâtre. Elle se croyait supérieure à tout le monde, disait du mal de toutes les déesses et de toutes les femmes, ne cessait de faire des reproches à son mari et lui cachait ses bouteilles de nectar lorsqu'elle trouvait qu'il buvait trop. Surtout, lorsqu'à tort ou à raison, elle soupçonnait une femme ou une déesse d'avoir une liaison avec Jupiter, elle la poursuivait d'une haine implacable jusqu'à ce qu'elle en eût tiré vengeance. Or, il faut bien le dire, les occasions d'être jalouse ne lui manquèrent pas. Léda. Un jour, Jupiter se mit en tête de faire la conquête d'une jeune reine nommée Léda, femme du roi de Sparte, Tyndare. Il ne savait comment s'approcher d'elle sans l'effaroucher car elle était d'un naturel timide. Ayant observé qu'elle aimait se promener au bord d'un lac où nageaient de beaux cygnes et qu'elle paraissait avoir pour ces volatiles une prédilection particulière, Jupiter se changea lui-même en cygne et ordonna à son aigle de faire semblant de le pourchasser dans les airs au-dessus du lac que longeait Léda. Émue par les cris déchirants du faux cygne, Léda lui offrit la protection de ses bras. Dès qu'il fut dans la place, Jupiter reprit sa forme humaine, ou plutôt divine, et profita sans vergogne de la situation. Mise au courant de cette aventure par quelques mauvaises langues, Junon, qui n'osait s'en prendre à son mari dont elle craignait les foudres, se vengea sur l'infortunée Léda en mettant dans son ventre, par une opération surnaturelle, 2 œufs si gros que lorsque Léda les mit au monde, elle en mourut. De l'un de ces œufs sortirent 2 sœurs jumelles, Hélène et Clytemnestre, et de l'autre 2 frères jumeaux, Castor et Pollux. Par une bizarrerie génétique dont il ne faut pas me demander l'explication, 3 de ces 4 enfants étaient mortels, et un seul, Pollux, immortel. Nous aurons plus d'une occasion de reparler d'eux. Écho. Il arrivait aussi que Junon vit ses vengeances se retourner contre elle. Un jour, elle apprit qu'une jeune nymphe nommée Écho avait eu avec Jupiter une aventure amoureuse. Pour la punir, faute de pouvoir la tuer, car Écho était immortelle, elle décida de la priver presque complètement de l'usage de la parole, en ne lui permettant pour tout discours que de répéter la dernière syllabe des phrases qui lui étaient destinées. C'est ainsi que si quelqu'un disait à Écho « M'entends-tu » Écho ne pouvait que répondre « Tu » ou encore « Écho, es-tu là ?» Là. Cette perverse invention ne tarda pas à retomber sur le nez de son auteur. À quelque temps de là, un jour qu'elle cherchait partout Jupiter, le soupçonnant de courir encore le jupon, Junon rencontre Écho. Elle lui demande « Sais-tu où est Jupiter ?»« Terre, ne peut que répondre Écho. »« Je me doute bien qu'il est sur terre, reprend Junon, mais je veux savoir avec qui se trouve cet époux infâme. » Femme, répond Écho. Bien sûr qu'il est avec une femme, s'irrite Junon, mais je veux que tu me dises son nom. Non, répond Écho. Quoi ? Je suis trompée, bafouée, et toi tu te réjouis ? Oui. Argus. Pour pouvoir mieux surveiller son mari volage, Junon eut alors l'idée d'avoir recours au service d'un espion nommé Argus. Il était particulièrement efficace car il possédait 100 yeux. Même lorsqu'il dormait, il en gardait toujours 50 ouverts. Aucun mouvement de Jupiter n'échappait donc à Argus, qui en avertissait aussitôt Junon. Pour se débarrasser de cette surveillance importune, Jupiter eut l'idée de demander à Argus de lui éplucher des oignons pour faire une omelette. Comme chacun sait, rien ne fait autant pleurer que d'éplucher des oignons.
Les 100 yeux de l'espion se mirent à déverser un véritable torrent de larmes dans lequel le pauvre Argus se noya. Désespéré par sa perte, Junon transforma le corps d'Argus en un paon sur la queue duquel elle plaça les 100 yeux du défunt. La prochaine fois que vous verrez un paon faire la roue, vous constaterez que les yeux d'Argus y sont toujours. Depuis ce jour, les paons devinrent les animaux favoris de Junon, qui prit l'habitude de se déplacer dans un char traîné par 4 d'entre eux. Quant à Jupiter, il put se livrer plus facilement à ses escapades. 2 d'entre elles méritent encore d'être citées, car les enfants qui en furent les fruits devaient jouer dans l'histoire de l'humanité un rôle éminent. Sémélé et Bacchus. Pour séduire les mortels, Jupiter n'hésitait pas à revêtir les formes les plus diverses, se métamorphosant parfois en cygne, parfois en taureau, parfois même en pluie. Dans le cas de Sémélé, une jeune princesse thébaine, il se contenta d'abord de prendre une forme humaine. Cependant, comme Sémélé lui résistait, il finit par lui révéler sa véritable identité. Sémélé céda alors à ses avances, mais poussée par l'irrésistible curiosité des filles de Pandore, elle brûlait de savoir de quoi avait vraiment l'air le maître de l'Olympe. « Promets-moi de me faire un petit plaisir, dit-elle une nuit à Jupiter. Imprudemment, Jupiter promit. « Montre-toi à moi dans toute la splendeur de ton apparence divine, lui demanda-t-elle alors. Jupiter savait qu'aucun mortel ne pouvait supporter une pareille vision, mais il avait pour principe de toujours tenir ses promesses. « Tu l'auras voulu, dit-il tristement, et il reprit sa forme divine. Aussitôt Sémélé s'embrasa comme une torche. Elle n'eut que le temps avant d'expirer de crier à Jupiter. « Sauve ton enfant que je porte en moi !» Jupiter retira prestement du ventre de Sémélé le fœtus de quelques semaines qui s'y trouvait, et, ne sachant qu'en faire, l'introduisit dans sa propre cuisse. Quelques mois plus tard, au terme d'une gestation sans histoire, Bacchus sortait de la cuisse de Jupiter. Parce qu'il était le fils d'une mortelle, Bacchus n'aurait dû être normalement qu'un demi-dieu ou même un simple héros. Mais parce qu'il l'avait lui-même porté et enfanté, Jupiter décida d'en faire un dieu à part entière. Lorsqu'il fut grand, Bacchus, qui du fait sans doute de son ascendance maternelle éprouvait une tendresse particulière pour l'espèce humaine, voulut lui rendre un service éminent. Avant lui, Prométhée avait donné aux hommes l'espérance qui permet de mieux supporter les douleurs physiques et morales. Ce n'était déjà pas mal, surtout si, comme l'affirment certains philosophes pessimistes, la réduction de la souffrance est le projet le plus ambitieux que puissent avec quelque réalisme s'assigner des hommes. Mais Bacchus n'avait lu ni Schopenhauer ni Freud, et il voulait faire mieux que Prométhée en offrant aux hommes une source inépuisable de plaisir, de gaieté et de fête. Il leur fit don du vin. Il consacra plusieurs années de sa vie à propager sur toute la terre la culture de la vigne et le culte du vin. Il allait de pays en pays à la tête d'un groupe de faunes, de dryades et de bacchantes. 2 compagnons, tous 2 immortels, ne le quittaient pas. Le premier, Silène, était un vieillard bedonnant, rubicond et aviné. Il fallait 2 assistants pour le soutenir sur son âne. Le second, Pan, était comme les faunes, velu et cornu avec des pieds de chèvre. Il ne cessait de poursuivre les nymphes, mais sa laideur extrême les faisait s'enfuir devant lui, saisis de peur panique. Il se consolait en buvant du vin et en jouant d'une flûte à 5 tubes qu'il avait inventée. Du haut de l'Olympe, Jupiter regardait souvent avec indulgence et amusement le joyeux cortège conduit par Bacchus et se sentait alors enclin à partager la tendresse de son fils pour les hommes. Alcmène et Hercule. Mais l'essentiel de sa tendresse, il le réservait aux femmes. Au cours de ses fréquentes visites à Sémélé, dans la ville de Thèbes où elle habitait, il avait remarqué une fort jolie femme appelée Alcmène. Et la malheureuse Sémélé était à peine morte que Jupiter disposait déjà ses batteries pour faire la conquête d'Alcmène. Celle-ci était la femme d'un général thébain, nommé Amphitryon, que son métier obligeait souvent à quitter son domicile. Il le faisait sans inquiétude, car il savait sa femme d'une fidélité exemplaire. Jupiter le savait aussi. C'est pourquoi, profitant d'une absence d'Amphitryon, c'est sous les propres traits de celui-ci que Jupiter se présenta à Alcmène. Elle fut un peu surprise de voir celui qu'elle prenait, ou qu'elle affectait de prendre, pour son mari, rentré plus tôt que prévu, et elle lui fit un accueil d'une particulière tendresse. «
quelques mois plus tard, elle accouchait de 2 garçons. L'un d'entre eux était le fils du vrai Amphitryon et fut prénommé Iphiclès. L'autre était le fils de Jupiter et allait bientôt remplir le monde du bruit de ses exploits. On l'appela Hercule. Mais déjà? Mais que va-t-il donc se passer ensuite? Auriez-vous une petite idée?